Dans les profondeurs du temps, bien avant l'écriture, avant les cités, avant même les premiers chants, l'humanité luttait déjà pour sa survie. Ses armes, les mains, les dents, le feu. Et parfois, quelque chose de bien plus dérangeant. Dans les cavernes obscures et les plaines battues par le vent, là où la nuit semblait éternelle, les premiers humains menaient une guerre silencieuse contre la faim, le froid et les bêtes géantes qui dominaient leur monde. Mais dans cette lutte acharnée, un comportement aussi ancien que l'espèce elle-même apparaît encore et encore dans les fossiles, sur les os et dans la mémoire de nos mythes, le cannibalisme. Pourquoi? Était-ce la faim? Était-ce un rituel? Était-ce la domination? Ce que la science découvre au jour lui remet en question tout ce que nous croyons savoir sur notre propre nature. Les archéologues le confirment. Presque chaque espèce d'humain ancien a, à un moment donné, pratiqué le cannibalisme. Des traces nettes de découpes, de fractures et de brûlures ont été retrouvées sur des restes humains, identiques à celles laissées sur les animaux chassés pour se nourrir. Ces marques racontent une histoire que personne n'ose vraiment regarder en face. Celle d'une humanité au bord de l'extinction, poussée à faire l'impensable. Imaginez une petite tribu piégée dans une vallée glacée, isolée par une tempête interminable. Plus de gibier, plus de fruits, plus rien à manger. Les jours passent, le froid s'intensifie et la faim devient douleur. Quand le premier membre meurt, quelque chose bascule. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la folie. C'est la survie nue, brute. Le corps du défunt devient le dernier espoir des vivants. C'est ce que les chercheurs appellent le cannibalisme de survie, un acte désespéré, né du besoin absolu de continuer à vivre. Et dans ces moments-là, le tabou n'existe pas encore. Car le tabou, c'est un luxe de société stable. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la fin. Dans d'autres cas, les os racontent autre chose. Une organisation, une répétition, une logique presque spirituelle. Des crânes polis, transformés en coupes. Des os soigneusement fendus pour extraire la moelle, non pas en hâte, mais avec une précision méthodique. Ce n'était plus une question de survie. C'était un rituel. Certains anthropologues y voient une pratique symbolique, un moyen d'honorer les morts, de prolonger leur essence en absorbant leur chair. Manger le défunt, c'était le faire vivre en soi. Dans d'autres contextes, ce même geste servait à dominer, à terroriser, à effacer l'ennemi jusqu'à son identité même. Car dans le monde des premiers hommes, tuer ne suffisait pas toujours. Il fallait dévorer. Les découvertes archéologiques de Gow's Cave, en Angleterre, sont l'un des témoignages les plus frappants de cette époque. Sur les parois froides de cette grotte, les restes de plusieurs individus humains portent des traces de découpe, de grattage et même de sculpture. Certains crânes ont été soigneusement travaillés pour devenir des récipients. Les analyses révèlent que les mêmes outils utilisés pour découper les animaux avaient servi à découper des hommes. Ces hommes-là étaient un peu nos ancêtres, des Homo sapiens. Pourquoi ont-ils fait cela? Les chercheurs n'ont pas encore toutes les réponses. Mais ils soupçonnent que ces repas humains ne concernaient pas seulement les morts du groupe. Les os appartenaient aussi à des étrangers, à d'autres tribus, peut-être même à d'autres espèces humaines. Car dans ce monde ancien, l'humanité n'était pas seule. Les Homo sapiens partagèrent la Terre avec d'autres lignées, les Néandertaliens, les Denisoviens et d'autres encore aujourd'hui disparus. Ils se rencontraient parfois, et ces rencontres n'étaient pas toujours pacifiques. Imaginez un groupe de chasseurs avançant dans une forêt brumeuse, suivant les traces d'un troupeau. Ils trouvent des feux éteints, des outils, des empreintes. Mais ce ne sont pas les leurs. L'air se fige. Dans leurs yeux, la peur et la méfiance remplacent la curiosité. Il n'y a pas de langage commun, pas de négociation. Seulement le silence, la tension et la faim. Quand les ressources manquaient, ces groupes se voyaient comme des menaces, pas comme des frères. Et parfois, quand la bataille était gagnée, la victoire se consommait, littéralement. Le cannibalisme devenait alors un acte symbolique de domination totale, détruire le corps, effacer l'identité, absorber la force de l'ennemi. Ce n'était plus seulement une question de chair, c'était un message. Une manière primitive de dire « Nous sommes les maîtres de ce territoire, vous n'existez plus ». Et dans les os découverts, dans les traces de dents et les coupes de pierre, ce message résonne encore. Il raconte une vérité dérangeante. Avant les temples, avant les dieux, avant la morale, nous étions déjà capables de tout pour survivre. Dans la pénombre des grottes, entre la faim et la peur, l'homme a découvert sa propre dualité, capable d'amour mais aussi de dévoration.
Pendant près de 200 000 ans, la Terre n'a pas appartenu à une seule humanité. Elle fut partagée. Des forêts de l'Europe glaciale aux plateaux brûlants du Levant, plusieurs espèces d'hommes coexistaient. Mais dans un monde où chaque hiver pouvait tuer une tribu entière, la coexistence n'était qu'un mot fragile, balayé par la faim, la peur et la rivalité. D'un côté, les Néandertaliens, massifs, puissants, enfants des glaces. De l'autre, les Homo sapiens, plus frêles, mais plus rusés, venus d'Afrique avec une arme invisible, l'imagination. Les Néandertaliens avaient survécu à des conditions qu'aucun autre humain n'aurait pu endurer. Ils maîtrisaient le feu, chassaient les grands herbivores et enterraient leurs morts avec soin. Leurs mains étaient larges, leurs os épais, leurs muscles d'une densité incroyable. Ils connaissaient la montagne, la forêt, la neige. Mais leur monde se refermait, le climat changeait, les troupeaux migraient. Et du sud, une nouvelle lignée humaine avançait, rapide, inventive, unie. Les premiers Homo sapiens pénétrèrent en Europe il y a environ 45 000 ans. Ils apportaient avec eux une chose que les Néandertaliens ne possédèrent pas encore, la pensée symbolique. Ils parlaient un langage plus fluide, partagèrent des mythes, des histoires, des stratégies. Leur feu n'était pas seulement une lumière, c'était un lien. Autour des flammes, ils imaginaient l'avenir, planifièrent la chasse, dessinaient sur les murs. Et dans un monde où chaque geste comptait, penser à demain était déjà une forme de victoire. Les traces archéologiques montrent que ces deux espèces se sont croisées, parfois pacifiquement. Des échanges ont eu lieu, des outils ont circulé, et même des unions, car nous portons encore au jour 8 un fragment de leur sang dans nos gènes. Mais ces moments de contact n'étaient que des étincelles dans une longue nuit de méfiance. Très vite, la compétition s'installa. Chaque point d'eau, chaque abri, chaque proie devint un enjeu vital. Dans les grottes de l'Espagne du Nord, des indices troublants révèlent cette rivalité silencieuse. Des outils sapiens retrouvés au-dessus des couches d'occupation néandertalienne. Des foyers éteints remplacés par d'autres, plus récents mais différents. Un peuple effacé par un autre. Pas de traces de massacre, pas de bataille ouverte, seulement un remplacement progressif, comme une marée lente mais inexorable. Et pourtant, entre ces transitions, les archéologues ont trouvé des signes d'une violence plus intime. Des os brisés, des marques de dents humaines, des restes brûlés, parfois mélangés à ceux d'animaux. Certaines de ces traces ne peuvent s'expliquer que d'une manière, le cannibalisme interespèces. Était-ce un rituel, une vengeance, ou simplement la logique glaciale de la survie? Les chercheurs ne tranchent pas. Mais il est possible que les Homo sapiens, en conquérant le territoire néandertalien, aient parfois mangé leurs rivaux, non par besoin, mais pour signifier la fin de leur règne. Un acte de domination absolue, gravé dans la chair. Car à cette époque, le monde n'était pas un continent d'hommes, mais une mosaïque de tribus solitaires. Chaque feu dans la nuit était à la fois un signe d'espoir et une menace. Et si deux groupes se croisaient, l'un devait disparaître. Les Néandertaliens, eux, n'étaient pas des bêtes. Ils possédaient une culture, une compassion, une mémoire. On a retrouvé des individus âgés, soignés jusqu'à la fin, preuve qu'ils prenaient soin des leurs. Mais face à la ruse et à la coopération des sapiens, leur force brute ne suffisait plus. Les nouveaux venus savaient chasser à distance, créer des alliances, prévoir les migrations. Et surtout, ils savaient mentir, tromper, manipuler. L'imagination devenait une arme. À mesure que les millénaires passaient, les Néandertaliens se replièrent. Ils quittèrent les grandes plaines, se réfugièrent dans les vallées et les montagnes, tandis que les sapiens s'étendèrent comme une onde. Les climats plus durs finirent le travail. La faim, les maladies et la solitude achevèrent ce que la guerre n'avait pas terminé. Il y a environ 38 000 ans, le dernier Néandertalien s'éteignit quelque part dans une grotte d'Espagne. Et dans ce silence, un seul type d'humain resta debout. Nous. Mais ce triomphe avait un goût amer. Les sapiens avaient survécu, oui, mais à quel prix? Ils avaient appris à effacer les autres, à consommer leurs ennemis, à imposer leur culture, leur langage, leur feu. L'instinct de domination était né, et il ne disparaîtra jamais. Dans nos gènes, dans nos rêves, dans nos mythes, il reste encore la trace de cette ancienne rivalité. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la peur de l'autre nous habite encore, des milliers d'années plus tard. Une mémoire archaïque, transmise à travers le temps. Car l'homme n'a pas seulement hérité de l'intelligence, il a aussi hérité de la peur et du pouvoir. Et c'est de ce mélange que naîtra bientôt la première vraie guerre humaine. Pas pour la survie cette fois, mais pour la gloire, pour la terre et pour les dieux à venir. Quand les derniers Néandertaliens se sont éteints,
le monde est devenu le théâtre d'une seule espèce. Et cette espèce allait bientôt découvrir qu'elle pouvait s'entre-dévorer. Avant les temples, avant les dieux, avant les lois, il n'y avait que la nuit. Et dans cette nuit primitive, l'homme cherchait un sens à la mort. Quand un compagnon tombait, quand la chair refroidissait, que faire du corps? Le laisser aux bêtes? Le cacher sous la terre? Ou le ramener auprès du feu pour qu'il serve une dernière fois? C'est là que naquit El, un des premiers gestes religieux de l'humanité. Manger pour se souvenir. Dans un monde sans écrit, la mémoire se transmettait par la chair. Avaler le corps d'un proche, c'était garder en soi sa force, sa chaleur, son esprit. Ce qu'on appelait plus tard âme n'était alors qu'un souffle, une énergie que l'on ne voulait pas voir s'éteindre. Et ainsi, le cannibalisme devint prière. Dans certaines cavernes du sud de la France, en Espagne et même au Maroc, les archéologues ont retrouvé des crânes polis comme des coupes. Des os gravés, des mâchoires suspendues à des colliers, des fragments d'humains mêlés à ceux des animaux chassés. Ce ne sont pas des traces de hasard. Ce sont les vestiges de rituels de passage, d'une religion encore sans nom, où les morts étaient consommés pour être honorés. Autour du feu, les tribus se rassemblaient. Les enfants regardaient sans comprendre. Les anciens murmuraient des mots qu'aucune langue moderne ne saurait traduire. Puis, dans le silence, la cérémonie commençait. La chair, cuite ou crue, passait de main en main. Chaque bouchée était une promesse. Que ta force vive en moi. Et dans les flammes, le monde spirituel naquit. Mais l'homme, en découvrant le sacré, découvrit aussi le pouvoir. Car celui qui contrôlait les rites contrôlait la peur. Les premiers chefs, les premiers chamans, comprirent très vite qu'en manipulant le mystère de la mort, ils pouvaient dominer les vivants. Ils revêtirent des peaux d'animaux, se couvrirent d'os, peignirent leur visage de sang séché. Leur voix résonnait comme celle des esprits. Et les autres s'inclinaient. La religion du contrôle était née. Dans la pénombre des cavernes, on retrouve les traces de ces premiers maîtres de la peur. Des masques faits de mâchoires humaines, des crânes percés pour être portés comme des couronnes, des pigments d'ocre autour des orbites, comme pour rappeler la flamme intérieure du regard. Ces masques n'étaient non pas des décorations, c'étaient des armes psychologiques, des symboles de domination. Imagine la scène. La forêt est noire. Un groupe de chasseurs revient, blessé, affamé. Au loin, une silhouette apparaît, immobile. Elle porte une tête de cerf. Ses yeux sont vides, son souffle couvert d'un murmure rauque. Derrière elle, le feu éclaire des os dressés comme des totems. Personne n'ose parler, car face à eux, ce n'est plus un homme. C'est un esprit, un intermédiaire entre la mort et la vie. Cette terreur contrôlée était volontaire. Elle maintenait l'ordre. Celui qui portait le masque décidait qui vivrait, qui mourrait et qui serait mangé. Dans les clans primitifs, la hiérarchie se mesurait à la proximité du feu, à la part du corps consommé, à la confiance accordée aux chamans. Ce n'était plus la survie qui dictait le cannibalisme, c'était la croyance. Les scientifiques appellent cela le cannibalisme rituel. Mais pour les hommes de cette époque, ce n'était pas une aberration. C'était un moyen de communication avec l'invisible. Les morts parlaient à travers les os qui craquaient, les esprits s'invitaient dans les flammes qui crépitaient. Et au centre de tout cela, il y avait le sang, ce liquide sacré qui contenait la vie même. Les tribus qui maîtrisaient ces rites avaient un avantage psychologique écrasant. Elles inspiraient à la peur. Elles étaient vues comme intouchables, protégées par leurs ancêtres. Et cette peur devint une arme. Les guerres tribales prirent alors une autre dimension. On ne se battait plus seulement pour la nourriture, mais pour la domination spirituelle. L'ennemi vaincu ne mourait pas toujours. Parfois, il devenait offrande. Plus tard, cette logique se transforma. Là où le cannibalisme ne pouvait plus être pratiqué ouvertement, il fut remplacé par des symboles, le sang du sacrifice, la viande de l'animal saint, la communion. Les religions modernes ont remplacé la chair humaine par la métaphore, mais l'idée originelle est restée. Manger pour unir, manger pour croire. La table du rituel n'a jamais disparu. Elle s'est simplement civilisée. Le feu, lui, continua de tout dominer. Il purifiait, il tuait, il reliait. Il était à la fois la voix des dieux et l'arme des hommes. Et bientôt, il deviendrait l'outil de la terreur organisée. Car ce que l'homme avait appris à faire à ses morts, il allait bientôt le faire à ses ennemis. À travers les os gravés et les masques d'animaux, une idée grandissait dans l'esprit humain. La peur est un outil, et celui qui la contrôle détient le pouvoir. Le feu avait été un allié. Il devint une arme. Pendant des millénaires, les flammes avaient protégé l'homme contre les bêtes. Elles éloignaient les prédateurs, réchauffaient les nuits, purifièrent la viande.
Mais un jour, un feu échappa au contrôle d'un clan. Un feu sauvage, étendu par le vent, brûla la forêt entière. Quand la fumée retomba, la tribu comprit que le feu ne servait pas qu'à vivre, il pouvait aussi anéantir. C'est à ce moment-là, quelque part entre les montagnes et les plaines du Rift, que naquit la guerre. Pas une bataille d'armes, mais une guerre d'éléments. Un feu volontairement déclenché sur les terres d'un autre clan. Un incendie qui chassa les proies, brûla les abris, força les survivants à fuir. Le premier acte de domination planifié. La première stratégie de pouvoir. Les chroniques fossiles ne disent rien, mais les paysages parlent. Des couches de cendres datées de 80 000 ans montrent des zones entières brûlées sans trace des éruptions volcaniques, des campements déplacés, des outils abandonnés en masse. La cause, le feu des hommes. Ce feu-là marquait les territoires. Il disait « Ici, c'est à nous ». Et c'est de ce mot silencieux que naquit la première frontière. Les clans commencèrent à se méfier les uns des autres. Les rencontres devinrent rares, tendues. Chaque étranger était un danger, chaque feu au loin une menace. Pour se défendre, les tribus apprirent à construire des palissades de bois, des fossés, des abris semi-souterrains. Elles développèrent des armes plus efficaces, les pointes de silex chauffées, durcies par le feu, capables de percer la chair ou l'os. Et bientôt, les premiers récits de gloire apparurent. Les anciens racontaient autour du feu comment leur chef avait brûlé le camp ennemi, comment les femmes et les enfants avaient survécu, comment le ciel lui-même semblait les protéger. Le feu devenait symbole de justice divine. Mais c'était déjà une illusion. Le feu ne jugeait pas. Il détruisait. L'homme comprit qu'il pouvait s'imposer non plus par la force brute, mais par la terreur. Il apprit à encercler, à piéger, à affamer. Le feu permettait de contrôler l'espace, il façonnait la peur. Et la peur, elle, façonnait la soumission. Les traces de cette logique primitive se retrouvent partout. Dans les cendres des campements brûlés, dans les restes de fortifications anciennes, dans les peintures rupestres représentant des figures entourées de flammes. Ce n'étaient pas seulement des scènes mythologiques, c'étaient des mémoires. Des fragments d'un passé où brûlé, s'était régné. Puis vinrent les premiers chefs de guerre, des figures charismatiques, souvent violentes, qui maniaient le feu comme une extension d'eux-mêmes. Leur regard suffisait à déclencher la crainte, leur voix portait comme un tonnerre. Autour d'eux, les autres s'organisaient, non plus en famille, mais en armée. Les alliances naquirent, les trahisons suivirent. La survie devenait politique. Un chef qui contrôlait le feu contrôlait les hommes. Celui qui savait l'entretenir, le transporter, le répandre, était perçu comme un être divin. On le craignait, on le vénérait. Et pour la première fois, l'humanité associa le pouvoir à la destruction. Les archéologues estiment que c'est dans ces siècles des incendies et de conquêtes que naquirent les premières structures sociales complexes. Certains groupes dominaient, d'autres fuyaient, d'autres encore servaient. La notion de territoire s'enracinait. La terre appartenait à ceux qui la défendaient. Et défendre, c'était savoir tuer. À mesure que le climat changeait, les migrations forcèrent ces affrontements à se répéter. Chaque vallée, chaque rivière, chaque plaine devint un enjeu vital. Les ressources n'étaient plus partagées. Elles étaient alors prises, gardées, sanctifiées. L'humanité se divisait. Elle découvrait les prémices de ce qui la hantera pour toujours, la hiérarchie. Dans les siècles qui suivirent, les hommes commencèrent à graver leur puissance dans la pierre. Les premiers mégalithes, les premiers sanctuaires, les premiers crânes enterrés sous les autels témoignent d'un monde qui change. La chasse laissait place à la conquête. La survie devenait domination. Le feu devenait symbole. Et avec lui, naissait la première idée de civilisation. Mais derrière chaque flamme, il y avait encore la peur. Celle du voisin, celle de l'inconnu, celle du retour des anciens dieux, ceux que l'on avait apaisés en dévorant les morts. L'homme portait en lui les cicatrices de ses débuts. Sous ses temples futurs, sous ses lois et ses royaumes, brûlerait toujours une braise ancienne, celle du feu primordial, le premier instrument du pouvoir. Le feu avait promis la chaleur, il donna la guerre. Et dans la lueur des flammes, l'homme vit pour la première fois son reflet dans la violence.